André Cicolella, qui n'est pas actuellement là, mais qui était là, a dit au début qu'il était optimiste. Je ne sais pas s'il a beaucoup de chance ou beaucoup d'inconscience. Malheureusement, moi, comme vient de le dire Charles Sultan, je suis extrêmement pessimiste parce que ça fait 30 ans que je travaille sur ces problèmes. Qu'en 30 ans, j'ai vu doubler le nombre des cancers dans le monde, qu'une fois qu'on prend en compte l'âge, bien sûr, des populations, le dépistage, le meilleur diagnostic, tout ce que l'on veut, il n'en demeure pas moins que le cancer augmente. Et Ernesto Bourgeot l'a dit, quand on regarde les cancers de l'enfant, ils augmentent très régulièrement. Et les enfants d'aujourd'hui ne sont pas plus vieux que ceux d'hier, même si effectivement ils peuvent se présenter un petit peu différemment. Donc aujourd'hui, je vais parler du Distilbène, du DES, parce que je pense que c'est une leçon qui pourrait nous être utile pour éviter les erreurs du passé. Et que je crois qu'être pessimiste n'est pas forcément un défaut, il faut être réaliste, il faut voir la taille des problèmes, il faut se rendre compte que les causes sont multiples, qu'elles sont extraordinairement difficiles à contrer, et c'est quand on aura fait le constat de la taille du problème que peut-être on pourra agir et pousser les autres, les décideurs, les politiques, et pour ça c'est très important d'être dans ce lieu aujourd'hui, à faire quelque chose si on veut éviter une catastrophe complète. Donc quand je préparais cette nuit un petit peu ces diapositives, j'ai repensé à une autre nuit où je préparais des diapositives déjà pour parler du DES, et c'était il y a presque 24 ans, c'était 2 jours après que j'ai accouché de ma fille, qui est ici aujourd'hui, et je sentais quand même si j'avais accouché 2 jours avant, qu'il était important que j'aille parler, parce que ça me paraissait une urgence. Et alors je me suis dit cette nuit, maintenant ma fille, elle va avoir 24 ans dans quelques semaines, l'urgence, elle est où? L'urgence est toujours plus grave. Le Distilbène, c'est un magnifique exemple, magnifique entre guillemets, d'un produit qui a été mis au point aux États-Unis, qui est le diéthylstilbestrol. C'est une hormone de synthèse, donc fabriquée, ce n'est pas un produit naturel, non stéroïdien, et qui a une activité d'œstrogène. Et pourquoi il a été mis au point et pourquoi il a été utilisé pendant longtemps? D'abord, on l'a proposé, et je reviendrai là-dessus, pour le traitement des menaces d'avortement spontané. Vous savez que c'est un grand drame pour une femme de perdre une grossesse auquel elle tient. C'est une menace, j'ai connue, donc c'est un drame important. Donc on a pu essayer de trouver des traitements, et le Distilbène a été proposé pour ça. Et puis ensuite, on verra que malheureusement, on a été bien au-delà, et que chaque fois qu'il y a un médicament, comme chaque fois qu'il y a un produit chimique, on éprouve le besoin d'étendre le marché aussi à beaucoup d'autres indications. Et ça a été le cas du DES, qui a été produit en milliers de tonnes, aussi pour être donné aux animaux d'élevage, aux bœufs, aux porcs, etc., pour leur faire prendre du poids plus rapidement, et ça marche très bien. Ça fait prendre du poids, ce qui permet d'amener ces bêtes à l'abattoir en moyenne 3 semaines avant la date qui serait la date normale, et donc permet de nouveau de faire des bénéfices avec une viande de moins bonne qualité, mais peu importe. En tout cas, on a produit plus de viande, plus de kilos. Donc plus en détail, pour reprendre le DES, il a été synthétisé en 1938 par Dodds au Royaume-Uni. Et au départ, il voulait l'utiliser en fait comme traitement pour les symptômes de la ménopause. Et également, on peut dire que ça a été la première pilule du lendemain, puisqu'à l'époque, on a proposé aux femmes qui avaient eu des rapports sexuels non protégés, à l'époque c'était souvent non protégé, on était avant l'ère SIDA, de prendre du DES en dose relativement importante quand il y avait un petit retard de règles, en général entraînait un avortement. Mais ensuite, ça a été utilisé aussi pour d'autres raisons, notamment pour supprimer la montée lactée après l'accouchement pour les femmes qui ne voulaient pas allaiter, ou après des avortements. Et puis, on l'a proposé dans le traitement du cancer de la prostate, dans la prévention des avortements spontanés, là c'est venu en 1942, comme promoteur de croissance chez l'animal en 1943, pour le traitement du cancer du sein chez la femme en post-ménopause en 1944,
est vraiment l'heure de gloire mauvaise, mais gloire quand même, de la prévention des avortements spontanés dans les grossesses à haut risque, a été en 1946, sous l'influence d'un couple d'obstétriciens, les Smith, qui ont commencé à donner ce produit aux femmes qui avaient des contractions, quelques saignements, enfin qui risquaient de faire un avortement spontané. Et puis pourquoi s'en arrêter là? Finalement, ces mêmes obstétriciens ont ensuite, 2 ans plus tard, dit que finalement toutes les femmes pouvaient en bénéficier pour faire de beaux bébés. Et Ernesto vous a montré l'image publicitaire qui était utilisée. Si vous voulez faire un beau bébé, gros, etc., eh bien, prenez donc du diéthylsylvestrol. Ce qui fait qu'il y a eu des millions de grossesses dans le monde qui ont été exposées le plus souvent de façon parfaitement inutile à cette molécule. Alors quand même, certains, il y a toujours des gens qui sont plus pessimistes que d'autres, ont dit qu'il fallait peut-être faire attention. Et en 1939, donc 1 an seulement après que le produit ait été créé, les Britanniques ont proposé et l'ont inscrit sur la liste officielle de poison. Et en fait, ils l'ont fait surtout parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des avortements illégaux faits grâce au DES. En 1953, donc ça commence à être vieux, on a démontré de façon inéluctable que le DES ne marchait pas pour prévenir les problèmes de grossesse. Il y a eu un essai randomisé qui a été fait parfaitement, qui a été publié, qui a montré que ça ne prévenait pas les avortements spontanés, que ça ne prévenait pas la prématurité, que ça ne prévenait rien du tout. Avec un essai randomisé, ce que d'aucuns considèrent vraiment comme le standard, le gold standard des essais thérapeutiques et de l'épidémiologie. En 1953, et ça a été publié. Pourquoi a-t-on quand même continué à le donner pendant plus de 20 ans? Sachant également que dès 1938, un Français, Lacassagne, qui était un chercheur absolument remarquable, avait montré que chez l'animal, ce produit était un cancérogène. Donc pendant 20 ans, on a continué à donner un traitement qui ne marchait pas et qui était cancérogène chez l'animal, ce qui est quand même absolument remarquable. Avec une publicité agressive dirigée vers les femmes, évidemment ça rapporte de vendre des médicaments, donc ça doit être une des raisons. Peut-être y en a-t-il d'autres. Et puis, comme je l'ai dit, l'espèce humaine, ça ne suffisait pas. Donc, les animaux ont été parfaits. Pendant 10 ans, moi, je me suis battue sur ce dossier de la viande aux hormones au niveau européen. Alors, peut-être y a-t-il aussi un rôle pour l'anthropologie et la manipulation des mythes. Peut-être que ça correspond à quelque chose. Et je rappellerai à toutes les femmes dans cette audience qu'évidemment, vu que nous avons un utérus, nous sommes des hystériques. Donc il y a toujours un lien qui a été fait, dès les années 30, il y a plein d'articles là-dessus, et même avant, si les femmes sont toutes dingues, c'est dommage quand même qu'André ne soit pas là, si les femmes sont toutes dingues, c'est lié à leur utérus ou à leurs ovaires. Mais quand même, les femmes, ça a un certain intérêt pour les hommes, donc il faut les garder toujours jeunes. Et c'est là que viennent les hormones. On a fait des publicités Feminine Forever, okay, restez jeunes éternellement. Donc on a poussé les femmes avec les traitements hormonosubstitutifs de la ménopause et même avec leur propre grossesse en lui disant mais si en plus vous prenez encore plus d'hormones, ça sera beaucoup plus réussi. Donc ça c'est un problème qui n'est pas scientifique mais qui est certainement un problème très important. Alors qu'à l'inverse, la nature, c'est quelque chose d'extraordinairement délicat, et en particulier l'endocrinologie. Moi, j'admire beaucoup les endocrinologues. Je pense que c'est le domaine de la médecine interne qui est certainement le plus difficile, parce que tout se joue sur des quantités qui sont extrêmement petites, donc on n'a pas le droit, on n'aurait pas dû avoir le droit de modifier ainsi le profil hormonal des femmes, de corriger des déficiences qui n'existaient pas. En fait, même si parfois certaines femmes ont des taux plus bas pendant la grossesse de certaines hormones, il n'y a pas pour autant de raison de les corriger avec des hormones de synthèse, et que parfois, quand on est à risque d'avortement spontané, et là aussi je l'ai vécu avec ma fille, moi j'ai décidé, j'ai dit à l'obstétricien,
ok, eh ben, je vais me mettre au repos. Il m'a dit, vous n'allez quand même pas rester 7 mois au lit comme l'aurait fait votre arrière-grand-mère. Je lui ai dit, mais si, sans aucun doute, je vais rester 7 mois au lit parce que je ne veux pas tous ces traitements inutiles qui vont influencer que mon fœtus soit une fille ou un garçon, ses caractères sexuels et ses caractères en général. Donc, pourquoi ? Mais bon, je suis très particulière. Néanmoins, il y a une femme qui a fait un ouvrage remarquable en 2008, Palmode, où elle a fait un parallélisme entre le mythe des hormones. Dans les années 50, les hormones allaient régler tous les problèmes, et le mythe de la génétique aujourd'hui, où là aussi, si on connaît notre génome, nous allons régler tous les problèmes. En fait, je pense qu'on revient à des mythes très anciens, de fausses, de la recherche de la vie éternelle, de la beauté, de la jeunesse sans fin. Donc c'est une vieille histoire, vieille comme l'humanité, mais je ne pense pas que ni aujourd'hui ni hier, nous n'ayons encore les réponses. Maintenant, en tant que médecin, je pense aussi qu'il est important, lorsqu'on fait de l'épidémiologie, de savoir de quoi on parle. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne peut pas y avoir des épidémiologistes qui soient non médecins, parce que chacun peut se former, mais de savoir de quoi on parle quand on compte quelque chose, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça qu'est sortie l'histoire du DES. À partir d'une tumeur, l'adénocarcinome du vagin à cellules claires, qui est une tumeur qui existait depuis toujours, certainement, mais que les cliniciens ne voyaient que chez les femmes très âgées, en général au-delà de l'âge de 80 ans. Et puis un jour, Herbst, à Boston, au Mass General Hospital, donc le plus grand hôpital de Boston, a commencé à voir arriver des filles qui avaient moins de 20 ans et qui avaient cette tumeur. Et là, il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était pas tout à fait normal. Et cet homme a eu l'intelligence de poser beaucoup de questions à ces jeunes patientes, mais également à leur mère. Et c'est lui qui, le premier, a attiré l'attention sur ce qui avait bien pu se passer pendant la grossesse de ces filles, lorsqu'elles étaient in utero, dans cette bonne société bostonienne. Comme j'ai dit, en général, c'était quand même des gens qui avaient pas mal de moyens. Et il a eu aussi l'intelligence, pour un clinicien, de faire appel à un épidémiologiste, de ne pas essayer de résoudre le problème tout seul. Parce que tant qu'on essaiera chacun dans son coin de résoudre le problème, on n'ira nulle part. Et donc là, c'est Post-Cancer qui a joué ce rôle. Et donc il a fait, en 1970, le premier article. Le premier, ça a été fait par 2 cliniciens. Et ils ont décrit 7 cas de femmes très jeunes, puisqu'elles étaient âgées entre 15 et 22 ans, qui avaient cet adénocarcinome du vagin à cellules claires et qui toutes avaient été exposées lorsqu'elles étaient encore dans le ventre de leur mère. Et en 1971, avec l'aide de Post-Cancer, il a fait une étude cas témoin où il a comparé 8 filles qui avaient cet adénocarcinome du vagin, 8 filles jeunes, à 32 témoins du même âge qui n'avaient pas évidemment de cancer. Et les résultats ont été extrêmement clairs. 7 des 8 filles avaient été exposées. Pour la 8e, il n'a pas pu retrouver cette mention de DES. Aucun des témoins n'avait été exposé. Donc avec une toute petite étude, il a montré un risque qui était majeur. Et ensuite, Greenwald a fait la même année une autre petite étude sur 5 cas. Et ils ont eu la chance parce que Herbst travaillait au Mass General, qui fait partie du Harvard Medical School, de publier dans le journal local de son université. Mais là, le journal local, évidemment, c'est le New England Journal of Medicine, donc un journal qui a une certaine aura. Et ça a influencé les Américains. Il faut dire que la Food and Drug Administration, dès la fin de cette année-là, a mis en garde contre la prescription de DES pendant la grossesse. Mais ça se passait aux États-Unis. Et alors, comme vous le savez bien, nous ne sommes pas des Américains. Donc en France, il aura fallu un temps certain avant d'arriver au même raisonnement. Vous avez toujours la première étape où on dit les Françaises, c'est pas les Américaines. Okay. Et puis après, oui, mais peut-être, mais nos hormones sont meilleures. Alors là, ils l'ont pas dit pour le DES parce que c'était la même hormone, mais on l'entend tous les jours pour le traitement hormonal substitutif de la ménopause. On n'a pas exactement les mêmes produits, donc les Américains, peu importe, chez nous, ça ira mieux. Et puis, les Américains aussi ont été les premiers à mettre en place des études de cohorte, à suivre ces gamines qui avaient été exposées ou non exposées in utero pour voir quels étaient les résultats.
Et là rentre en jeu également très tôt Lorenzo Tomatis, Ernesto en a déjà parlé, et le Centre international de recherche sur le cancer, qui pour moi, sur un point de vue scientifique, a été une époque dorée de travailler là, surtout à l'époque, parce qu'il y avait une approche multidisciplinaire du cancer. Donc il y avait des épidémiologistes, des toxicologues, des biologistes moléculaires, il y avait beaucoup de gens qui voulaient comprendre le cancer, et pas chacun dans son coin. Maintenant je suis dans une unité d'épidémiologie, c'est triste comme la mort de n'avoir que des épidémiologistes autour de moi. Donc là, au CIRC, ils ont obtenu cette conjonction des connaissances. Et il faut saluer le rôle de Lorenzo Tomatis, qui malheureusement est décédé il y a quelques années, qui a été le père de ce programme des monographies du CIRC d'évaluation des cancérigènes, qui a été créé en 69, et dès 74, volume 6 a été consacré aux hormones sexuelles, et en particulier, dès cette date-là, le DES a été officiellement reconnu comme cancérogène pour l'être humain. À l'époque, il appelait pour l'homme, cette monographie, man, et puis après quand même, on lui a fait remarquer que dire man quand on parle que de femme, c'est quand même bon. Alors je sais bien qu'il y a le grand H, mais de toute façon. Donc, depuis, c'est devenu humain, et effectivement, ça m'a l'air un peu plus adapté. Donc, pourquoi Tomatis a fait cela? D'une part, parce que c'était un excellent scientifique qui avait travaillé sur ces effets transplacentaires chez l'animal d'expérience, il était un homme de laboratoire, mais aussi parce que c'était un grand humanitaire qui se préoccupait de la prévention dans le monde, et je pense que grâce à ce programme, il a contribué à sauver des milliers de vies dans le monde. Pas uniquement sur les hormones, mais aussi tous les cancérogènes, notamment dans le milieu du travail. Alors après, il y a eu des mises à jour en 79, en 87 et la plus récente en 2000. Alors qu'est-ce qu'on a su de plus au fil des mises à jour? Bien sûr, le rôle du DES dans ces cancers du vagin et du col à cellules claires, donc ça c'était très clair dès le début. On a vu aussi une augmentation du cancer du testicule, cette fois-ci chez les petits garçons exposés in utero. Et puis des risques pour la femme elle-même qui avait pris ce traitement, avec une augmentation de risque du cancer du sein chez la femme qui a été traitée pendant la grossesse, et puis peut-être d'autres sites de cancer qui paraissaient augmenter, notamment une suspicion assez forte pour l'ovaire. Et également chez l'animal, comme je l'ai dit, la souris, le rat, on veut se croire très différents, mais nous sommes très peu différents en termes de cancérogénicité, ce sont vraiment nos frères et nos sœurs, également des données de plus en plus claires sur la cancérogénicité. Donc c'est resté dans le groupe 1, et dans la mise à jour la plus récente, on a juste apporté des preuves supplémentaires, notamment sur le risque de cancer du sein pour la femme qui a été exposée, après contrôle de tous les autres facteurs de risque du cancer du sein, ça reste, avec en plus un cancer du sein qui est plus agressif que chez la femme n'ayant pas été exposée au DES. Et puis également une augmentation de risque pour l'endomètre, pour l'ovaire, pour le col, même si ce n'était pas très convaincant. Ensuite, chez les filles qui ont été exposées in utero, on retrouve ce cancer du vagin et du col à cellules claires, mais on trouve également des néoplasies cervicales avec un risque de l'ordre de 2, d'autant plus importante que les filles ont été exposées très tôt. Donc lorsqu'on a commencé à donner aux mères dès le début de la grossesse du DES, et c'est ce qui a été fait notamment pour avoir des beaux bébés, donc avant même de voir si la grossesse allait être problématique, c'est là que le risque est le plus marqué. D'autres sites qui sont cités là-dessus, mais à la moindre donnée. Chez le garçon qui est exposé in utero, de nouveau on a confirmé le risque de cancer du testicule, là encore d'autant plus important que l'exposition a été précoce et également augmentée lorsque à la naissance le gamin est né avec un cryptorchidisme, donc des testicules non descendus. Donc maintenant, le pire, eh ben, c'est la 3e génération, puisqu'on est juste à la 3e génération. C'est juste maintenant que les enfants des enfants qui ont été exposés in utero commencent à avoir des enfants. Il semble qu'il y a un risque de cancer de l'ovaire. Donc là, nous parlons des petites filles de la femme exposée, pas des filles.
Et pour les garçons de la femme exposée 3e génération, pour l'instant, on n'a pas encore de données concernant le risque de cancer. Chez l'animal, toujours plus de données, donc là il y a des volumes d'études qui ont été faites, et maintenant plus de données pour comprendre les mécanismes. Alors les mécanismes, je suis d'accord en partie avec la question qui a été posée par le monsieur de, je ne me rappelle pas son nom, mais de Veolia. Les mécanismes, c'est important. Parce que comprendre, évidemment, ça devrait aider. Mais les mécanismes, malheureusement, ça a toujours été utilisé pour bloquer l'action. En disant, ah oui, je vois une augmentation de tumeurs du cerveau après 10 ans d'utilisation d'un téléphone portable. Mais on ne comprend pas pourquoi. Donc c'est pas la peine, il faut faire d'autres études. Mais peu importe le mécanisme, notre ignorance ne doit pas être une raison d'inaction. Et si moi je peux parler comme ça en tant que scientifique, parce que je suis scientifique, hein, j'ai tout le pédigré si ça vous intéresse, peu importe, avant d'être une scientifique, je suis une femme et je ne supporte plus qu'on n'agisse pas quand il y a des données. On ne peut pas continuer à faire de belles études dans des revues à High Impact Factor. Alors j'ai rien contre les gens qui publient là-dedans, c'est très très bien, mais ça n'empêche, ça ne devrait pas être utilisé pour ne rien faire. Donc aujourd'hui, j'ai presque terminé, on a des milliers de perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Le bisphénol A, à propos, il a été découvert aussi par l'équipe de Dodd dans les années 1930, donc on revient toujours aux mêmes choses. Il y a eu pendant des décennies un refus de voir, un déni des effets. On continue, sinon nous n'aurions pas toutes ces discussions. Et je pense en fait, c'est là que je suis pessimiste, que l'économie et la malhonnêteté ont plus de pouvoir aujourd'hui que la science et la santé. Donc c'est pour ça que la balle, elle est dans le camp des citoyens, des décideurs, parce que c'est eux qui peuvent passer les lois, donc des politiques, et c'est très bien qu'il y ait ici des politiques concernées. Michel Rivasi, il nous faut des femmes politiques en plus. Mais je vais terminer sur une citation, Ernesto a terminé avec Einstein, je vais terminer sur une citation de Brecht, que j'aime beaucoup, Saint-Jean des Abattoirs, qui dit « Lorsque vous quitterez le monde à votre tour, ayez comme souci non d'avoir été bon, cela ne suffit pas, quitter un monde bon, comme moi je m'approche de la fin, ça m'intéresse d'essayer de faire ça, que je traduis pour mes chers collègues scientifiques, ayez comme souci non seulement d'être de bons scientifiques, publiés dans des revues à Impact Factor, cela ne suffit pas, soyez aussi des actrices de santé des populations et des citoyennes, et ce n'est pas neutre si je l'ai mis au féminin. Alors il y a quand même quelques hommes qui ont ce souci du futur, malheureusement ils sont trop rares, donc je veux que ma dernière diapositive soit au féminin. Je vous remercie.